nous accueillons donc Cyril Gambari, qui va nous faire un exposé sur la biodynamie. Le titre exact, donc, c'est Une agriculture bio peut en cacher une autre, la vérité sur la biodynamie. Donc vous allez découvrir ce que cache ce terme qui commence par bio. Avant de lui laisser la parole et de le laisser se présenter pour savoir ce qu'il fait exactement, je vous rappelle donc que notre prochaine séance sera le samedi 8 juin, qui aura lieu non pas ici, mais qui se fait habituellement toujours au mois de juin, dans l'Olivette de Gilles Ross, ici présent, qui a la gentillesse d'inviter tout le monde. Donc chacun apporte quelque chose pour partager un repas bien sympathique dans la nature et les oliviers. Et le prochain thème donc sera abordé par Christian Bialès, qui est un de nos membres, et qui fera un exposé sur la monnaie. Donc je vous invite à venir nombreux à cette dernière séance de l'année. Sinon, nous préparons toujours en fait l'université d'automne, dont le titre est Innovation pédagogique, la recherche, l'importance de la recherche dans l'éducation. L'épreuve, voilà, l'épreuve dans l'importance de l'éducation. Sinon, donc le programme est pratiquement clos. On a pu prendre des derniers contacts avec des intervenants du REC qu'on a rencontrés la semaine dernière. Donc le REC qui a lieu à Toulouse. Donc je laisse la parole à Cyril pour qu'il explique ce qu'il fait exactement. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Du coup, je vais commencer par me présenter. Donc moi, je m'appelle Cyril Gambari, je suis docteur en microbiologie et actuellement, je suis enseignant en biologie-écologie dans un lycée agricole, de Rivesaltes. Et merci de m'avoir invité et d'être venus si nombreux. Donc pourquoi je vais vous parler de biodynamie? Parce que dans ce mot biodynamie, il y a bio et il y a une espèce de confusion entre différents types d'agriculture. Donc on va voir plus en détail au long de la présentation. Alors, avant de commencer, je voulais faire quelques points de définition avec vous sur ce qu'on entend par les différents types d'agriculture qui peut exister. Donc ces quatre termes-là, vous avez déjà dû les croiser au cours de vos lectures ou dans les médias, ou même quand on discute avec des associations de défense de l'environnement, etc. Est-ce que vous sauriez les définir? Ouais. Ok. Alors, pour le... Non. Bon, on va le voir ensemble. Du coup, ce que j'appelle agriculture conventionnelle, et ce qui est consensuel là-dedans, c'est l'agriculture qui va utiliser des produits phytosanitaires de synthèse ou d'origine naturelle, peu importe l'origine du produit, qui va utiliser des drones, qui va utiliser des robots, qui va traiter les champs. Dans l'inconscient collectif, ça va être l'agriculteur tout en tenue avec un épandeur et qui va tuer la nature. Dans les faits, c'est un peu plus subtil que ça. Ça peut être du petit producteur qui refuse le cahier des charges de l'agriculture biologique, comme le gros producteur qui fait de l'intensif. Voilà, c'est un terme un peu fourre-tout, conventionnel. Ensuite, on a l'agriculture raisonnée qui va se placer entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle, qui est encadrée aujourd'hui par un cahier des charges, le label HVE, si vous l'avez déjà croisé. Ça a certains problèmes, notamment d'agribashing. Et ensuite, on a l'agriculture biologique, où là, il y a un cahier des charges assez précis. On utilise des produits phytosanitaires, mais d'origine naturelle. Pareil, dans l'inconscient collectif, on imagine que l'agriculture biologique n'utilise pas de produits phytosanitaires, c'est faux. Elle en utilise, peut-être moins que l'agriculture conventionnelle, et encore ça va dépendre des exploitations. Mais en tout cas, on utilise des produits qui sont d'origine naturelle. Et vous savez, l'origine d'un produit ne nous donne aucune indication sur sa toxicité. En agriculture biologique, on utilise le sulfate de cuivre, par exemple, un métal lourd, hyper toxique pour les nappes et pour l'environnement. Donc, c'est pas l'origine du produit qui va nous donner une indication sur sa toxicité, ni sur l'homme, ni sur les animaux.
Et ensuite, on a du coup l'agriculture biodynamique, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et donc, on va la définir plus longuement par la suite. Et autour de ça, on a ce qu'on appelle des pratiques agroécologiques. Donc, les pratiques agroécologiques, qu'est-ce qu'on entend par pratique agroécologique? C'est de repenser la ferme, l'exploitation agricole, dans son entièreté. De placer la plante qu'on va cultiver, la production qu'on va avoir, dans l'agroécosystème, donc dans l'écosystème agricole, en prenant en compte, du coup, tous les aspects de cet écosystème-là. Et on va mettre en place des pratiques pour valoriser cette agroécologie. Donc on peut mettre en place, je vous en ai mis quelques-unes, de ces pratiques agroécologiques, des bandes enherbées dans les champs, autour des serres, qu'on ne va pas forcément faucher, pour accueillir de la biodiversité, pour essayer en fait d'attirer des auxiliaires de culture. Donc quand on parle d'auxiliaires et de ravageurs en agriculture, un auxiliaire ça va être un animal qui va nous aider dans notre culture. Donc ça peut être la coccinelle qui va manger le puceron. Et quand on parle de ravageurs, ça va être justement des animaux qui vont ravager nos cultures. Et donc ces bandes enherbées vont être un réservoir, en fait, peuvent être un réservoir pour cette biodiversité-là et pour attirer soit un ravageur sur une plante, mais qu'on ne cultive pas, mais du coup, ce ravageur n'attaque pas nos plantes, ou attirer des auxiliaires, donc par exemple la coccinelle, pour aller lutter naturellement contre les pucerons. La rotation des cultures, donc ne pas planter la même culture au même endroit tout le temps. Des engrais verts. Là encore, les engrais verts, c'est des plantes qu'on va cultiver avant de mettre notre culture en place, qui vont enrichir le sol naturellement. On a un exemple avec les fabacées, c'est le nouveau nom des légumineuses, où sur les racines de ces fabacées, il va y avoir des bactéries qui vont être capables de fixer l'azote atmosphérique. Et donc l'azote, c'est un nutriment essentiel dans la vie des plantes. Et du coup, il se fait naturellement avec les engrais verts. On va faucher l'engrais vert, on va le laisser sur place, ça va amender le sol, et les cultures d'après vont pouvoir bénéficier de cet azote. Ensuite, on a la technique de biocontrôle. Le biocontrôle, ça va être le lâcher d'auxiliaires dans une serre, par exemple. On a des pucerons qui vont ravager nos plants de tomates. On lâche des coccinelles, ça va se faire naturellement. On n'a pas besoin de traiter. Et ainsi de suite. On ne va pas tous les détailler. Si ça vous intéresse, vous poserez des questions là-dessus. Mais ces pratiques agroécologiques, et c'est important de le mentionner là, elles ne sont pas inhérentes à un type d'agriculture en particulier. Il peut y avoir des pratiques agroécologiques chez les agriculteurs en conventionnel, en raisonné, en agriculture biologique et en biodynamie. Voilà, un agriculteur en conventionnel peut planter des haies autour de ces plantations pour le vent, pour un réservoir de biodiversité, etc. Comme un agriculteur en biodynamie. Ce n'est pas spécifique à un type d'agriculture. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est la petite introduction. L'agriculture biodynamique. Alors, mon entrée là, pour parler de l'agriculture biodynamique, c'est de vous parler de la personne qui est à l'origine de cette agriculture. Donc la personne qui est à l'origine de cette agriculture, c'est ce monsieur-là. C'est Rudolf Steiner. Certains le connaissent apparemment. Rudolf Steiner, dans certains médias mainstream, il est décrit comme un scientifique ou comme un philosophe ou comme un penseur. En fait, le fait est qu'il avait un doctorat en philosophie, c'est vrai, mais que ses idées, elles sont connues que dans son milieu à lui et des petits qu'il a fait. Ce milieu, c'est l'anthroposophie. Et en fait, Rudolf Steiner, c'était un occultiste célèbre, et il vient de la théosophie. Donc la théosophie, c'est un des grands mouvements philosophico-religieux du début du siècle, de Blavatsky, et c'est ce mouvement qui est à l'origine de plein de thèses New Age qui ont toujours pignon sur rue actuellement. Et pour divergence d'idéologie, notamment sur la réincarnation du Christ cosmique, Rudolf Steiner il va se barrer de la société théosophique et il va fonder son propre mouvement à la sauce allemande du début du siècle, l'anthroposophie. On ne rentrera pas dans le détail des idées pan-germanistes de l'Allemagne du début du siècle, mais elles ont cours dans les thèses de Steiner.
Et du coup, l'anthroposophie est à l'origine d'un tas d'entreprises qui ont toujours pignon sur rue actuellement. Les crèmes Velleda, le label Déméter, la pédagogie Steiner-Waldorf, la banque éthique, la NEF, Dr Rochka et un autre label de la biodynamie qui est Biodivin. Donc toutes ces entreprises-là, elles ont pour origine, elles ont pour fondement, elles ont comme idée les idées de l'anthroposophie de Steiner. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et tout ça, c'est piloté par le Goetheanum. Donc le Goetheanum, c'est ce bâtiment-là, c'est en Suisse. Et c'est là qu'est hébergée la Société anthroposophique universelle. On reviendra à la fin de la présentation sur l'anthroposophie. Et vous voyez le bâtiment là, il est sans angle droit. Il a été conçu comme ça parce que l'angle droit c'est le démon. Voilà. Juste pour oui. On va s'intéresser à Déméter maintenant. Donc Déméter c'est le principal label de la biodynamie. En France, il y a un peu plus de 1000 fermes. Il y avait un peu plus de 1000 fermes en 2022 en biodynamie. Pour un total de un peu plus de 14 000 hectares de terres cultivées en France. Et on est le 3e pays en termes de surface, de superficie en biodynamie. Et ça fait à peu près 0,55% de la surface agricole française. En fait, c'est un non-problème. Je suis là pour vous parler d'un non-problème. Donc merci, au revoir. Non, vous allez voir que c'est peut-être 0,55% de la surface agricole française, mais les problèmes qui sont derrière, ils sont un peu plus importants que cette superficie. Ils vont un peu plus loin. Donc Déméter, le principal label de la biodynamie, il fait partie de l'Alliance Eliante. L'Alliance Eliante, c'est l'organe de lobbying de l'anthroposophie au Parlement européen. Okay, aux côtés d'autres sociétés, d'autres fédérations, comme la médecine anthroposophique, comme la pédagogie Steiner-Waldorf, et ça c'est au niveau européen. Avant il y avait la NEF, ça a été enlevé il n'y a pas si longtemps, ils essayent de se masquer un peu. En France, si on veut se convertir à la biodynamie, déjà il faut être en bio depuis 3 ou 4 ans, donc être dans ce schéma de pensée toujours plus vertueux, toujours être pour l'environnement, pour la défense des écosystèmes, etc. Et elle se fait sous l'égide, la conversion se fait sous l'égide du mouvement de l'agriculture biodynamique. Le mouvement de l'agriculture biodynamique, lui-même, fait partie de la fédération Déméter International, qui fait partie de l'Alliance Eliante. Et au sein du MAVD, nous avons ce monsieur, qui est Jean-Michel Florin, qui est formateur au mouvement de l'agriculture biodynamique, et qui est également co-directeur de la section agriculture du Goetheanum. Voilà, on est en vase clos. Donc un agriculteur qui veut se former en biodynamique, qui ne connaît rien à l'anthroposophie, parce que c'est ça la base de la chose, il va se faire former par le mouvement de l'agriculture biodynamique, qui est elle-même pilotée par le Goetheanum, qui est la Société anthroposophique universelle. Pour idée, il y a 11 sections au Goetheanum sur différents sujets de société, et les directeurs, les co-directeurs des différentes sections sont les têtes pensantes en fait, du mouvement anthroposophique. Voilà, donc on est en vase clos. Ok, alors, les 3 piliers de la biodynamie maintenant. Qu'est-ce qu'est vraiment la biodynamie? Les 3 piliers, si on va sur le site du mouvement de l'agriculture biodynamique, c'est peut-être un peu petit pour ceux du fond. Les 3 piliers, de toute façon je vais les dire. Quand on va sur le site du MAVD, on voit que le premier pilier, c'est concevoir la ferme ou le jardin comme un organisme agricole, une entité autonome et individualisée. Ok, on ne voit pas trop de problème là-dedans. 2, utiliser des préparations biodynamiques. Préparation à base de plantes médicinales, très important, de bousses de vache, de quartz, qui agissent énergétiquement pour l'équilibre du domaine. À part peut-être qui agissent énergétiquement, bon, ça évoque des engrais, ça évoque, bon, il y a de la bouse de vache, ça peut être un engrais, du fumier, n'importe quoi. Ok. Le 3, travailler avec les rythmes cosmiques, entre guillemets, c'est-à-dire tenir compte des influences du Soleil, de la Lune, des planètes et du zodiaque. Déjà là, on est sur une pente un peu glissante.
Ok. On va laisser le premier point de côté. Ok. C'est l'aura de vertu qui va être attribuée à Steiner dans les médias mainstream. Hein. Il est à l'origine de l'agriculture biologique. Il a repensé le système agricole. En fait, pour moi, le 1, c'est des bonnes pratiques agroécologiques, hein, comme on vient de le dire juste avant. Donc, pas de problème. Ok. Par contre, le deuxième, les préparations biodynamiques, ben moi j'ai voulu voir ce que c'était exactement les préparations biodynamiques. Donc je suis allé plus en avant sur le site du mouvement de l'agriculture biodynamique pour voir voilà, ces préparations à base d'herbes, de plantes médicinales, ce que ça pouvait être. Bon, ben, la préparation d'Achillée millefeuille, la 502, elle joue un rôle particulier dans la mobilité du soufre et de la potasse. Bon, très bien, hein, c'est vraiment bien. Préparation de la camomille matricaire, l'ortie, l'écorce de chêne. Ouais, c'est des plantes pour soigner les plantes. Hein. En soi, pourquoi pas. Ok. Et donc, je vais voir sur le site de Déméter maintenant. Sur le site de Déméter, on trouve quelque chose d'assez assez intéressant. On voit une phrase en gras qui nous attire le regard. Le respect animal étant une valeur fondamentale de la biodynamie. On parle des préparations qui sont à base de plantes médicinales, et on nous parle du respect animal qui est une valeur fondamentale de la biodynamie. On remonte la phrase. Aucun animal n'est tué pour l'élaboration des préparations. Ah, non, c'est des préparations à base de plantes médicinales. On remonte encore avant. Ces ingrédients sont mis à fermenter dans des organes animaux pendant plusieurs mois, de la même façon que l'on pourrait préparer des saucisses par exemple. Alors, il y a un problème. Alors soit eux ils débloquent complètement, soit c'est le mouvement de l'agriculture biodynamique qui cache de l'info, quoi. Il y a un problème entre les deux. Hein. Donc on va sur le cahier des charges de Déméter maintenant, parce que la biodynamie est encadrée par un cahier des charges hyper précis. Et d'ailleurs, dans ce cahier des charges, on nous dit, c'est ce qui a marqué en haut, ces préparations-là, elles constituent un élément fondamental, irremplaçable de l'agriculture biodynamique. On ne peut pas faire actuellement de biodynamie sans avoir fait ces préparations. Donc à chaque fois que vous achetez du vin, que vous consommez des produits où il y a marqué Déméter dessus, c'est que ça a été cultivé avec ces préparations-là. Ok, et les substances, elles sont mises en dessous, donc dans le tableau. Préparation, donc bouse de corne, c'est de la bouse de vache. Silice de corne, c'est de la poudre de quartz. Okay, et à côté, on a organe animal. Je voulais cacher l'expert pour moi. Donc bouse de vache, c'est bouse de corne, pardon, c'est de la bouse de vache dans une corne de vache. Ok. Silice de corne, c'est de la poudre de quartz dans une corne de vache. Ok. Bon. Ça, c'est les plus connus des préparations en biodynamie. Hein. C'est les préparations 500 et 501. Et c'est celle qu'on va mettre en photo quand on parle de biodynamie. Hein. C'est une belle corne avec une bouse dedans. Enfin, beaucoup. Bon. Chacun son truc, mais voilà. C'est ça qu'on va présenter en réalité quand on parle de biodynamie. Des cornes et de la bouse. Et après, on a les plantes médicinales dont parlait le mouvement de l'agriculture biodynamique tout à l'heure. La camomille, l'écorce, le pissenlit. Et organe animal, je vous laisse prendre connaissance du tableau. Donc pour ceux qui ne voient pas, la camomille, elle est placée dans un intestin, l'écorce de chêne dans un crâne, le pissenlit dans un mésentère, et l'achillée dans une vessie de cerf. Voilà. L'ortie, pas besoin d'organe animal, et la valériane, pareil. Voilà, il faut à peu près une vessie pour 250 hectares. Donc c'est ridicule en termes de quantité. Et donc voilà, on part de plantes médicinales pour soigner les plantes, et on se retrouve à foutre les plantes dans des organes d'animaux. Ouais. Okay. Alors que c'était pas dit sur le site du MOD. Ok, je suis désolé pour ce qui va suivre. Je vais vous montrer des photos. C'est bien de le dire, c'est mieux de le voir quand même. Hein. Bon, si vous avez un peu l'âme sensible, regardez pas ce qui va suivre. On aurait dû dire interdit au moins de pour les enfants, regardez pas. 16 ans. Il est au 14. Non, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Alors ça, c'est la préparation 502. Donc là, le monsieur est en train d'accrocher une vessie de cerf remplie de fleurs. Il est en train de l'accrocher pour qu'elle capte les rayons cosmiques, en fait. Et
on protège la vessie avec un filet pour pas que les oiseaux viennent picorer. On a l'impression que c'est du folklore, hein. C'est pas du folklore, hein. C'est vraiment réel. Je suis allé sur une ferme en biodynamie en Anjou. Je ne m'attendais pas à trouver vraiment les préparations. Parce que c'est quelque chose de le dire, ou de les voir, ou de lire des choses dessus. Les voir en vrai, c'est autre chose. Voilà, donc ça, c'est la vessie de cerf. Ça, c'est l'intestin. Donc là, on fait sécher l'intestin, hein, tout simplement. Et là, on le fourre et on l'enterre. On fourre l'intestin et on l'enterre. Pareil pour attirer les forces astrales et éthériques. Ça, c'est la préparation 505. Donc, on met du broyat d'écorce de chêne dans un crâne d'animal. En général, c'est du cheval, du cochon, ça peut être de la chèvre. C'est selon la réglementation en vigueur, hein, ça peut être des animaux domestiques. Donc, si vous avez qu'un chat ou qu'un chien, faites avec ce qu'il y a, quoi. Bon, le voisin, c'est pas considéré comme un animal. C'est interdit, monsieur. Là, c'est un mésentère. Donc là, on regarde si la qualité est bonne, comme on vendra un tapis, en fait. Et on le fourre avec du pissenlit. Voilà. Et ensuite, ça, on va soit l'enterrer, soit le faire sécher au soleil. Et on va s'en servir en poudre pour saupoudrer le compost. Voilà. À des doses homéopathiques. Voilà. Et donc ça, il y a 8 préparations qui sont obligatoires, hein, de la préparation 500 à la préparation 507. Et il y a une dernière préparation qui n'est pas obligatoire par le cahier des charges, mais qui est conseillée. C'est la préparation D8, ce qu'on appelle les poivres. Vous avez déjà entendu parler des poivres en biodynamie ou pas du tout? Non. Dans le livre. Dans le livre. Ok, c'était à la page que j'avais indiquée. Ok. En fait, Steiner, il propose pour lutter contre les nuisibles, pour lutter contre les ravageurs, et notamment le mulot, c'est bien indiqué dans le cours aux agriculteurs de Steiner. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais toutes les idées de Steiner, là, ça a été théorisé lors d'un cours qu'il a donné aux agriculteurs anthroposophes d'ailleurs. Et donc, dans ce cours aux agriculteurs, il donne les préparations qu'on vient de voir dans le cahier de charges ici en 2024. C'était en 1924 et ça n'a pas changé. Donc, de 1924 à 2024, toutes les préparations sont restées les mêmes. Il n'y a eu aucun ajout et aucune soustraction de ces préparations. Donc pour lutter contre les mulots, revenons à nos mulots. Steiner, il préconise de récupérer le mulot qui nous embête, de les dépecer, pas de les tuer d'abord, de les dépecer, et ensuite d'incinérer la peau lorsque Vénus est dans le Scorpion. Donc quand Vénus est dans le Scorpion, on incinère la peau de mulot, ça va nous faire une espèce de poudre de un poivre, en fait. C'est ça qu'on appelle le poivre. Ça va nous faire une poudre, et cette poudre, on va pouvoir la mettre aux 4 coins de notre champ. Et cette poudre, elle va contrer la force de reproduction des mulots. Voilà. Et donc, et oui, parce qu'en anthroposophie, dans l'anthroposophie, les animaux ont des âmes groupes. Donc là, ça va contrer l'âme groupe du mulot. On va pas pouvoir. Des quoi? Des âmes groupes. On n'a pas, dans l'anthroposophie, les animaux n'ont pas d'âme à proprement parler, ils partagent la même âme. Donc c'est une âme groupe. Voilà. C'est pour ça que les poivres, ça va contrer la force de reproduction du mulot. Ah oui. Voilà. Donc on peut faire ça avec un mulot. On fait pas ça avec des hommes, hein, monsieur. Et on peut faire ça avec plein d'autres ravageurs. Hein. Donc on peut le faire avec, par exemple, les cochenilles. Quand la lune est devant le Capricorne, on récupère les cochenilles, on les brûle et ça nous fait une petite poudre. Ouais. Ça vient du calendrier lunaire de Maria Thun. On va en reparler de Maria Thun. Et Maria Thun, elle nous met en garde quand même sur ça. Elle nous dit « Il est très important de ne pas effectuer cette incinération dans une attitude de colère. »
Car, dans ce cas, le travail ne sert à rien. Nous devons essayer de nous placer dans les grandes lois de l'existence, alors la nature répondra à notre demande. Voilà, donc cramer des animaux, c'est les grandes lois de l'existence. Et on imagine un agriculteur qui récupère 100 limaces dans son champ, qui les brûle quand la lune est devant le cancer. Si le lendemain il revient et il y a toujours autant de limaces, peut-être que c'est parce qu'il l'a fait dans une attitude de colère, il va le refaire, et puis il va le refaire, et à la fin, soit il n'était plus dans une attitude de colère, soit il n'y a plus de limaces. Et ça a marché. C'est exactement ça. Voilà, donc à ce niveau-là, est-ce qu'on pourrait parler de pseudosciences? Je pose la question. Hein. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il y a les doses homéopathiques, il y a l'utilisation des forces cosmiques, astrales, éthériques. On est dans un espèce de melting pot. On va se demander quand même, on revient à Rudolf Steiner, hein. On va se demander d'où il tire sa connaissance. Parce que le gars, le monsieur, il n'était pas agriculteur, il n'était pas agronome, il n'était même pas biologiste. Et il a écrit sur plein de sujets. Il a écrit sur la médecine, il a écrit sur la pédagogie, il a écrit sur l'agriculture. Il était au courant de plein de sujets différents. En fait, sa connaissance, quand on lit son œuvre, elle lui vient de l'Akasha. Donc l'Akasha, c'est la bibliothèque éthérique qui renferme les secrets de l'univers, passé, présent et futur. Voilà. Et on n'y accède qu'en état de clairvoyance suprême. Voilà. Donc, cela étant dit, et surtout c'était le seul à pouvoir le faire, il a pu ramener toutes ses connaissances de ce monde spirituel, et il a fondé ce qu'on appelle la science spirituelle ou la science de l'esprit. Voilà. Donc il a sans doute vu qu'on était en train de faire une conférence sur lui au cercle zététique. Et pour montrer ces idées-là, pour montrer ces idées et ce qu'il avait vu en monde astral, il s'entoure de scientifiques, qui étaient ses disciples d'ailleurs, comme Pfeiffer. Pfeiffer, peut-être que vous le connaissez, c'est lui qui a été mandaté par Steiner pour mettre en place le moteur éthérique. Un moteur qui marcherait par l'énergie spirituelle. Ça n'a pas marché. Sûrement à cause du lobbying actif de Total. Ça a marché. Il y a une boîte qui a été créée pour ça, Antrotech, qui avait été mandatée, qui avait été fondée pour mettre en place un moteur qui marche à l'énergie spirituelle. Toujours de nos jours. Hein. Elle a fait faillite, je crois. Et Pfeiffer, si vous vous intéressez un peu au monde du vin, c'est lui qui est à l'origine de la cristallisation sensible. Donc la cristallisation sensible, on met du chlorure de cuivre dans une boîte de pétri, et selon les gouttes de composé à tester, la boîte va précipiter d'une manière ou d'une autre, et ça va nous donner des formes comme ça. Donc si la forme est jolie, le vin sera bon. Si la forme est moche, le vin sera mauvais. Voilà. Rien à voir avec le goût, hein, c'est spirituel. C'est un peu comme la lecture dans le mar de café. Et bon, ça, on peut le faire pour le vin, on peut le faire pour le sol, pour des gouttes de sol, pour de l'eau en fait. Et plus grave, on peut le faire pour du sang. Donc si c'est joli, le patient est sain. Si c'est moche, le patient est malade. Voilà, on imagine les dérives que ça peut avoir. Et il s'entoure aussi de Eugène et Lily Kolysko et de Maria Thun. Voilà. Donc Eugène et Lily Kolysko, ils ont été mandatés pour prouver que la Lune a une influence sur les plantes. Et Maria Thun, c'est elle, bien après, hein, c'est elle qui va mettre en place tous les calendriers lunaires que vous connaissez. Avec en biodynamie les jours fruits, les jours feuilles, les jours fleurs, les jours racines, qui sont eux-mêmes connectés aux éléments, terre, eau, feu, et le dernier... bref. Et ces éléments qui sont eux-mêmes à leur tour connectés aux constellations du zodiaque. Voilà.
Donc il vous faut une thèse pour faire pousser 3 légumes. Alors que ça marche. Et voilà. Donc le point commun de ces 4 personnes, c'est qu'ils étaient tous anthroposophes. Hein. Et on part des idées de Steiner qu'il avait vues en rêve, et on essaye de valider ces idées. On est à l'inverse de la science, en fait. Hein. Voilà. C'est de l'anti-science. Hein. Ok. Et Mariatoun, pour rester sur Mariatoun, tous les calendriers lunaires qui vous sont vendus dans les jardineries, tous, sans exception, viennent de là, hein. Viennent de ces 3 dernières personnes. Okay. Donc, ouais, elle a déposé le truc, quoi. Nos ancêtres travaillaient avec la Lune. Hein. Ça venait pas de l'anthroposophie. Mais Steiner, il a récupéré toutes ces idées-là. Il a fait du syncrétisme, en fait. Hein. Il a recoupé toutes ces idées et il les a mis à la sauce anthroposophe. Et d'ailleurs, quand vous achetez un calendrier lunaire dans une jardinerie, en général, il vous parle de biodynamie dedans. Dans la science maintenant, parce que c'est bien beau de parler de science spirituelle, mais est-ce que ça marche? Bon, vous avez une idée peut-être si ça marche ou pas, mais même avec des fondements pseudo-scientifiques, il y avait une chance que ça pouvait marcher quand même. Hein. Il fallait quand même le tester. Comment on teste si la biodynamie ça marche dans un champ? En fait, c'est hyper compliqué. On n'est pas dans du in vitro, il y a des influences extérieures, de l'écosystème, de la biodiversité. Hyper compliqué. Par contre, on sait le faire. Hein. Au sein d'un même champ, au sein d'un même sol, on arrive à séparer une parcelle en 3, un côté en conventionnel, un côté en bio et un côté en biodynamie. Et on voit ce qui se passe. Donc le premier résultat que je voulais vous présenter, c'est une revue qui date de 2013, donc elle commence à dater un peu. Une revue de Linda Schalker Scott. Et donc cette dame, elle va faire toute la bibliographie des études scientifiques qui sont sorties, comparant biodynamie, bio, conventionnel. Et elle va voir ce qui se passe. Et elle, ce qu'elle trouve, c'est qu'il n'y a pas de différence de rendement entre le bio et la biodynamie pour le raisin, le blé, le riz, les lentilles, les laitues, les poivrons. Donc ça veut dire que, en termes de rendement, la biodynamie et le bio, c'est la même chose. C'est kiff-kiff. Donc, est-ce que les préparations de la biodynamie marchent, ou est-ce que si on ne les fait pas, ça marche pareil? Donc, le rendement est exactement le même. Une deuxième revue, un peu plus tard, 2019. Cette fois, on s'intéresse qu'au vignoble. Okay, pas de différence entre le bio et la biodynamie pour ce qui est des communautés microbiennes du sol et pour la qualité gustative du vin. Okay, bon. Donc je vous parle de bio et biodynamie, je ne vous ai pas mis conventionnel parce que ce n'est pas le sujet, mais dans tous les cas, bio et biodynamie sont toujours collés, c'est la même chose. Et conventionnel est toujours à l'écart. En termes de rendement, le conventionnel est toujours mieux que le bio ou la biodynamie. Ok. Donc là, pour l'instant, on est mal barré pour la biodynamie. Méta-analyse de 2021. Donc méta-analyse, plus haut niveau de preuve en sciences. Donc là, c'est une étude qui a été pilotée par l'INRAE. Et on s'occupe cette fois d'écologie des sols. 86% des études montrent des résultats similaires sur la faune des sols entre bio et biodynamie. Déjà. Par contre, 71% des études montrent une augmentation de l'abondance des micro-organismes en biodynamie. Ok, qu'est-ce qu'on tire de ça? On a plus de micro-organismes dans les sols en biodynamie que dans les sols en conventionnel ou en bio. Si les prétentions de Steiner avaient été avec mes préparations, il y aura plus de bactéries dans les sols, alors la biodynamie aurait marché. C'est pas ça les prétentions. Donc c'est un résultat qui est hyper intéressant quand même. C'est un résultat écologique qui est hyper intéressant. Quand on fait rien ou très peu de choses dans un champ, on a plus de bactéries. Par contre, ça ne nourrit personne. Hein. On aura plus de bactéries. Dans quelle proportion cette augmentation? J'ai pas les chiffres de proportion, mais c'est quelque chose de significatif. Hein.
Et il y a plus de proportions en termes de micro-organismes et de diversité microbienne. Donc on est dans quelque chose qui est significatif, qui est hyper intéressant, c'est l'écologie des sols. Hein. Quand on fait rien dans un champ, il se passe des choses. Ok, ça nous dit pas, ça nous donne aucune indication sur le rendement ou la qualité finale. Et les autres études viennent de démontrer que bio et biodynamie c'était la même chose. Et autour de ces études, il y en a quelques-unes, je ne vais pas toutes vous les donner, vous les montrer. Autour de ces études-là, on a des dizaines et des dizaines d'études scientifiques, de papiers scientifiques, à la méthodologie plus que douteuse. Donc pour exemple, la photo à gauche, là, que vous voyez, c'est tiré d'un article scientifique revu par les pairs. Donc c'est une dame qui est en train de faire un U avec ses bras. Et juste avant, elle avait fait un soleil avec ses bras. Donc elle est en train de faire une séquence d'eurythmie. Donc l'eurythmie, c'est la danse de l'anthroposophie. La danse spirituelle de l'anthroposophie. Et donc cet article essaye de démontrer qu'en dansant devant des pommes, on change leur goût. Voilà. C'est fort. Ça change rien. Ils ont beau dire que ça change dans leur article, quand on regarde bien la qualité gustative, c'est la même. Hein. Les écarts types se recroisent. Je vous donnerai les sources hein, si ça vous intéresse. Voilà. Et on a, si vous regardez les 3 articles que je vous donne là, en général, c'est les mêmes personnes qui publient. Hein. Il y a toujours une personne qui est en commun à chaque fois. C'est dans un milieu toujours fermé. Et en général, ces études-là, qui sont censées montrer que la biodynamie marche mieux que l'agriculture biologique ou que l'agriculture conventionnelle, sont financées par des fonds anthroposophes. Okay, mais les conflits d'intérêts ne sont jamais marqués. Voilà. Ok. Et on a des articles un peu plus complaisants. Et notamment celui-là. Donc là, déjà, on ne comprend rien pour le titre. La personne qui écrit cet article, cette note, en fait, c'est Monsieur Rigolo, Cyril Rigolo. Non. C'est un chercheur à l'INRAE. Okay. Je vous le traduis, hein. On comprend toujours rien. Théorie quantique comme source de connaissances pour réduire l'écart entre la transdisciplinarité du mode 1 et du mode 2, potentialité, écueil et possible chemin à suivre. D'ailleurs, j'ai utilisé la police d'écriture de l'anthroposophie, hein, je ne sais pas si vous avez vu. Il n'y a pas d'angle droit, justement, pour ne pas attirer le démon. Et donc, dans cet article, on peut lire que si on ne voit pas de différence entre la biodynamie et l'agriculture biologique, c'est sans doute parce qu'il faut prendre la physique quantique en considération. Et que c'est la physique quantique qui expliquerait que la biodynamie, en fait, ça marche. Voilà. Voilà, c'est un article scientifique hein, de l'INRAE. Et Monsieur Rigolo, vu qu'il est dans ce créneau-là, il a signé un autre article que je vous traduis. L'agriculture biodynamique comme ressource pour des transformations durables. Potentialité et challenge. Et il co-signe cet article, c'est une perspective, hein, c'est un article perspective, avec Monsieur Martin Quentin. Martin Quentin, il fait partie, c'est son affiliation, Association Biodynamie Recherche, qui est domiciliée à 5 places de la Gare à Colmar, au même endroit que le mouvement de l'agriculture biodynamique. D'ailleurs, si on regarde bien Biodynamie Recherche et le mouvement de l'agriculture biodynamique, c'est 2 associations sœurs en fait. Il y a les mêmes personnes dedans, il y a les mêmes formateurs. Et Martin Quentin est d'ailleurs formateur au mouvement de l'agriculture biodynamique. Et il propose des formations comme celle qui s'est passée le 9 et 10 mars 2024, comme les 4 éléments et l'approche sensible de la nature. Donc vous avez l'INRAE d'un côté et l'anthroposophie de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez un peu les problèmes que ça pourrait avoir. Et c'est dans ce contexte que j'ai décidé en février de lancer une tribune dans le journal Le Point pour dénoncer cet entrisme de l'anthroposophie au sein même de l'INRAE. Je vous mettrai en source si ça vous intéresse. Et il y a plein de signataires, hein, dont des académiciens de l'Académie d'agriculture qui
qui alertent sur cet entrisme. Voilà. Donc on est dans ce melting pot. Hein. On peut pas parler de biodynamie sans faire un point sur l'anthroposophie. Donc là, ça va être un peu plus grave. Parce que déjà, les préparations biodynamiques, on ne peut pas les comprendre si on ne prend pas en considération l'anthroposophie. On ne peut pas faire de biodynamie sans imaginer que c'est l'anthroposophie qui est derrière. On ne peut pas comprendre en fait qu'on met de la bouse de vache dans une corne de vache et qu'on enterre ça tout un hiver si on ne sait pas que la bouse c'est en fait le substitut de la digestion de la vache, donc c'est imprégné de force cosmique, parce que la vache, elle est tournée vers l'intérieur, du coup, son intestin, il est plein de force cosmique, et que les cornes, c'est des pièges à force cosmique, et à force astrale. Voilà. Et donc, si on met la bouse de la vache dans la corne de la vache, ça fait une espèce de piège cosmique pour ces forces-là. C'est pour ça. Okay. Et donc toutes les préparations, c'est ce genre de justification, à la sauce anthroposophe. Et donc l'anthroposophie, la MIVILUD, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, elle alerte sur les risques de dérives sectaires de l'anthroposophie, et notamment dans les écoles Steiner-Waldorf, avec un endoctrinement qui est quand même fort des élèves, et notamment autour de concepts et de notions qui font pas trop le distinguo entre la croyance et la science. Tout se mélange. Mais Grégoire Perra peut mieux en parler et a fait beaucoup de conférences et d'articles là-dessus. Et les dérives thérapeutiques de la médecine anthroposophique sont également surveillées. La médecine anthroposophique, elle postule par exemple que pour soigner un cancer, il faut se soigner avec de l'extrait fermenté de gui. Voilà, parce que c'est Steiner qui l'a dit. Et que les vaccins sont mauvais parce qu'ils déséquilibrent la dette karmique. C'est un peu de problème. Pour idée, au dernier rapport de la MIVILUD, il y a eu autant de saisines concernant l'anthroposophie que concernant la scientologie. On est sur le même niveau de dérive. Alors que la scientologie dans l'inconscient collectif, c'est catalogué comme une dérive sectaire. On n'a pas le droit de dire secte, c'est pour ça que je dis. Et l'anthroposophie, c'est très peu connu. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que vous achèteriez du vin scientologue ? Non, pas forcément. Et du coup, du vin anthroposophe, estampillé Déméter ? C'est l'idée que je voulais vous faire passer. En fait, quand on achète du vin estampillé Déméter, ou Biodivin, ou la renaissance des appellations, c'est le nouveau label, en fait, on finance ce mouvement à dérive sectaire. Non seulement on le finance, parce qu'on va acheter une bouteille qui va financer un agriculteur, qui va financer un label, et ce label, la Déméter, il reverse chaque année 100 000 € à la Société anthroposophique universelle, donc c'est directement lié. Et en plus, on est dans un système de croyances, et on répand les croyances de l'anthroposophie derrière la biodynamie. Voilà. Et en plus, certains ne sont pas bons. Pas tous. Il y en a des très bons, des vins en biodynamie, comme il y en a des très mauvais. Au sein même des agriculteurs en biodynamie, ou des woofers, ou des saisonniers, on s'aperçoit qu'il y a un endoctrinement qui est subtil, mais qui est fort. Donc là, vous retrouvez 4 témoignages hyper intéressants sur le site des carnets de recherche agri-genre du sociologue Valérie Rasplus, où ce sont des fils ou filles d'agriculteurs qui témoignent de ce qu'ils ont vécu à la maison dans une exploitation qui était en biodynamie, où le père complètement laïcard se retrouve dans ce système de croyances sans s'en rendre compte en fait. On part de la formation au MAVD qui est où on apprend des pratiques agroécologiques, entre autres choses,
et petit à petit, on dérive vers ce genre de croyances. Et donc, un agriculteur en biodynamie qui voit des bons résultats sur ses salades ou sur ses lauriers, il va se dire, bon, l'anthroposophie qu'il y a derrière la biodynamie, c'est pas si déconnant. Si c'est pas si déconnant, pourquoi pas mettre mon enfant dans l'école Steiner-Waldorf du coin et se soigner avec la médecine anthroposophique, et ainsi de suite. Et on est dans ce système de croyance. Ça vient de là. Et ces témoignages-là, et pour deux d'entre eux, j'ai eu la chance d'aller interviewer Camille et Lazare Mulot, là, les deux du duo. Et donc vous retrouvez la conférence, enfin, l'interview filmée sur YouTube. Je vous donnerai la source juste après. C'est hyper intéressant. Encore en parlant de vidéo, moi j'ai eu la chance d'aller interviewer un viticulteur et une agricultrice en bio pour avoir leur avis sur ce qu'ils pensent en fait de la biodynamie. Parce que au final, les agriculteurs qui sont en biodynamie ne sont pas tous anthroposophes. Faut pas, et ils sont très peu à être anthroposophes en fait. Mais par contre, ils sont dans ce système de croyance qui, ça commence à, je veux faire du plus bio que bio, parce que le label bio ne me convient plus, parce que je veux prendre encore plus soin de la terre, et on dérive vers la biodynamie et peut-être l'anthroposophie. Et je voulais avoir l'avis d'agriculteurs en bio qui vont au-delà du label bio, mais toujours sans être en biodynamie. Et ils sont très critiques de ceux qui font de la biodynamie. Voilà, j'ai fini la conférence. Je serai heureux de répondre à vos questions. Je vous mets juste les sources ici que vous pouvez récupérer. Donc les carnets de recherche Agrigent dont je viens de parler. La trilogie Cosmobacus, c'est une trilogie de BD de Jean-Benoît Mébec qui lui parle de biodynamie et l'histoire, c'est un citoyen lambda qui va dans une cave pour goûter des vins et il se retrouve embarqué dans tout ce système de biodynamie. C'est très intéressant. Mon site internet, en troisième position, je vais pas aller en premier. Je me fais un peu de pub. Donc, sur mon site, vous retrouvez des photos des préparations et des lectures critiques des articles scientifiques. Et notamment, on n'en a pas parlé, tout ce qui est travail avec la Lune, avec les rythmes cosmiques, etc. Ça, je le décris aussi dans le site. Il n'y a aucune influence de la Lune et ni du zodiaque du coup, sur la pousse des plantes. Aucune. Et donc le site de l'Amnivilude, évidemment, le site du Skeptics in the Pub Valley, de l'ami Kalou, qui lui regroupe plein d'articles il a écrit plein d'articles sur l'anthroposophie, sur la biodynamie. C'est là-dessus que vous retrouverez la tribune, avec tous les signataires. Les dérives scolaires, donc le site des dérives scolaires de Stéphanie Devancé, où là, qui va parler uniquement de dérives scolaires, et notamment de pédagogie Steiner-Waldorf. La chaîne YouTube de Shadow Ombre, je l'ai mise parce qu'il parle beaucoup de théosophie, d'anthroposophie, et notamment il a traduit un documentaire scandinave qui s'appelle Les enfants élus, où c'est un ancien élève d'école Steiner-Waldorf qui veut faire un documentaire sur ce qu'il a vécu quand il était petit, avec un très bon a priori, et il s'aperçoit qu'en fait, il était dans un système de croyance assez mortifère. Et ensuite, les fiches de carte à puce, c'est ce Lego là qui se déguise en robot, qui fait des fiches sur les croyances de l'anthroposophie. C'est à chaque fois une fiche pour débunker une croyance de l'anthroposophie. Et merci de m'avoir écouté.